Grâce à l'organisation d'ateliers, de conférences, de salons professionnels, d'apports de connaissances et de conseils, nous sommes à vos côtés pour faire connaître vos savoir-faire, vos bonnes pratiques, valoriser vos expériences, trouver de nouveaux contacts et partenaires. 2017 sera aussi l'année internationale du tourisme durable, décrétée par l'ONU, avec de nouvelles solutions à imaginer face aux aléas climatiques, aux modes de consommation et aux mobilités qui évoluent. Le thème de cette matinée est consacré à la mobilité et aux ascenseurs valléens, avec le transport par câble comme solution de lien entre la vallée et la montagne. Je reste persuadé qu'avec notre savoir-faire européen, français, isérois, de nombreuses connexions par câble sont envisageables dans les Alpes et les territoires environnants. Grâce à la mobilisation du Commissariat général à l'égalité des territoires et Madame la commissaire du Massif des Alpes, que je remercie, notre objectif est de montrer quelques bonnes pratiques dans les Alpes et dans d'autres régions. Tous les sujets techniques ne pourront pas être abordés ce matin, mais aujourd'hui, le transport par câble est une vraie solution alternative ou complémentaire aux modes de transport existants pour relier les vallées des villes et les montagnes. 2 autres ateliers seront programmés cette année, en Savoie et dans les Alpes du Sud. D'autres expertises et bonnes pratiques pourront donc être présentées à ces occasions. En conclusion, le câble peut amener la technologie valléenne en altitude, création de start-up, de laboratoires d'essais, amener une grande qualité de vie pour nos concitoyens qui habitent à la montagne et travaillent dans la vallée, amener un aménagement territorial plus large, exemption de nouveaux services, créateurs d'emplois non délocalisables, assurer la logistique environnementale, transport public, de marchandises, de déchets, réduction de l'empreinte carbone, faire vivre une commune pendant 4 saisons. J'adresse mes remerciements aux organisateurs, Commissariat général à l'égalité des territoires, au Chaînon Manquant, à l'Université Grenoble-Alpes et au Club Euro-Alpin, aux intervenants, aux cabinets spécialisés, aux experts, aux entreprises et aux constructeurs présents ce matin. Dans les débats que nous avons menés au Parlement, dans le cadre de l'acte 2 de la loi Montagne, les parlementaires ont adopté, vous le savez, à la quasi-unanimité, un nouvel outil pour les politiques publiques. Dans l'état d'esprit de la loi de 1985, qui mêlait alors protection et développement, nous avons défendu la vision d'une montagne à vivre. Ni réserve d'Indiens, comme j'ai l'habitude de le dire, ni zone de non-droit, nos territoires doivent être un lieu de vie, une montagne à vivre. Nous l'avons réaffirmé, nous avons essayé dans ce texte de nous donner les moyens pour répondre à toutes nos particularités sur les zones blanches, la présence médicale, l'école, l'économie, le droit des saisonniers, les spécificités montagnardes sont actées et des solutions sont proposées. Sur les sujets environnementaux, sur les déplacements, l'aménagement et le tourisme, nous avons également essayé de renforcer notre capacité à faire. Voter une loi, c'est bien, encore faut-il que les décrets d'application suivent et soient conformes à l'esprit de la loi. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des ajustements qu'il faut surveiller et nous avons eu dans la quinzaine qui vient de passer quelques surprises et quelques mobilisations à faire pour faire respecter l'esprit des parlementaires dans l'hémicycle pour travailler notamment sur la question des UTN et des seuils des UTN qui nous occupent aujourd'hui puisque ce sont ces autorisations qui nous permettent de développer. Donc le sujet qui nous occupe ce matin s'inscrit pleinement dans cet état d'esprit. Face au changement climatique et à la nouvelle donne, seule l'innovation peut nous permettre de maintenir une activité économique respectueuse de l'environnement et garante de la vie en montagne. Nous faisons tous le même constat. Pollution automobile, bouchons, difficultés du logement. Ce constat concerne les touristes bien sûr, mais nous devons tout faire pour leur faciliter la vie, tout faire pour leur proposer un tourisme des 4 saisons qui génère de l'emploi local et préserve nos ressources. Mais ce constat, ne l'oublions pas, concerne aussi les populations qui vivent et travaillent toute l'année à la montagne et à qui il faut proposer des solutions de mobilité douces et adaptées. Économe en énergie, propre, marqueur d'une identité forte, l'ascenseur valléen ne sera pas pour autant une solution miracle qui se généralisera et s'adaptera à toutes les situations. Il représente un investissement lourd qui nécessite des partenaires multiples. Les modalités de gouvernance et de gestion ne sont pas simples et doivent être inventées. La billettique, la tarification doivent être évidemment travaillées sur la base de l'intermodalité.
L'urbanisation, le développement autour des gares doit être pensé et anticipé. Bref, il y a du travail pour passer de l'innovation, des innovations, à la généralisation et à la banalisation. Alors c'est vrai que depuis que la loi montagne a été votée, il y a beaucoup de discussions autour du statut des téléportés. Auparavant, c'était des UTN départementales, même si c'était très structurant pour l'aménagement du territoire. Donc certains avaient relevé ça comme une anomalie. Donc sur le plan juridique, nous on attend de savoir ce qui va se passer et comment ça va être considéré, sachant qu'effectivement c'est quand même des outils multifonctionnels, puisque ça peut transporter autant des touristes que des travailleurs, que des écoliers, etc. Donc le débat est en cours. Néanmoins, sur le plan technique et sur le plan de son intérêt pour la transition énergétique, il n'y a pas trop de doute. Quand on voit qu'on a un petit retard quand même, parce que la Suisse a 308 appareils qui sont reliés à des gares, donc ils ont mis l'accent très fortement sur l'intermodalité. Et c'est vrai qu'à l'examen des SCOT, on se dit que des fois, dans les réflexions, on n'est peut-être pas aussi avancé qu'eux et en termes d'intermodalité. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de villes alpines, hein, notamment, je vais citer que Bolzano, et puis quand même on salue Grenoble qui réfléchit fortement là-dessus, en lien, et c'est très intéressant avec le tourisme d'affaires, en lien entre Champs-Rousses et Alpexpo. Donc ça aussi, on a eu à en discuter en commission UTN. Et puis, on voit bien que certaines liaisons, y compris dans d'autres massifs, dans les Pyrénées, ont vraiment contribué à la revitalisation du territoire. On peut citer que Ax-les-Thermes, Saint-Lary-Cotterêts. C'est aussi, même si c'est toute l'ambiguïté de ces équipements, c'est aussi que ça peut paraître quand même coûteux, très coûteux, mais est-ce réellement coûteux au regard de certaines infrastructures terrestres? Cet ascenseur est centenaire et c'est à la perspicacité de mon ami Jean Joubert, grand professionnel des remontées mécaniques que la plupart d'entre vous connaissent et qui est dans la salle et qui m'assiste très bien au niveau du chaînon manquant, qu'on a relevé l'existence de ce funiculaire qui a 100 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement la puissance publique, des organismes sociaux, des syndicats qui se sont mobilisés il y a un siècle pour le monter. Donc, je passerai très rapidement sur la liste des personnes. Si tu peux construire, et ça a été construit par une entreprise suisse. 2 rôles, c'était Von Roll à présent, mais 2 rôles déjà étaient dans les télécabines, dans les téléphériques et les funiculaires. Lorsque j'ai pris le manche, entre guillemets, de la commune de Venosque en 2001, c'est vrai que cette notion de liaison, vallée du Vénéon et station des Deux Alpes, c'était vraiment essentiel. La commune, j'ai retrouvé une délibération en 1905, voulait faire une route. Bon, on n'a jamais fait cette route, peut-être qu'on en reparlera aussi peut-être un jour, mais c'est un autre sujet. Mais ce lien, il est essentiel. Et moi, c'était un lien qui fonctionnait uniquement quasiment pour le tourisme, c'est-à-dire qu'il se terminait à 17h. Les horaires étaient très très réduits, ça se terminait à 17h. Donc toute mon action, ça a été de dire un peu d'élargir les plages d'ouverture, et puis aussi donc à la fois en termes de période d'ouverture, mais aussi en termes d'horaire. Et en termes d'horaire, donc aujourd'hui, on a des horaires, donc vous les avez là devant. Donc il est ouvert du 1er décembre au 20 décembre. Alors il y a une séquence le matin, une séquence le soir. On ouvre les 10 jours de Toussaint. Et puis alors en saison maintenant, du 20 décembre à fin avril, on l'ouvre de 7h45 à 19h, ce qui permet aussi donc, on va beaucoup plus loin que l'usage uniquement touristique. Puisqu'on peut permettre à des saisonniers, pas à tous les saisonniers, mais déjà à un certain nombre de saisonniers, en plus des écoliers, comme vous les avez vus bien évidemment, de pouvoir l'emprunter. Et puis, en été, de 8h à 20h, il fonctionne sans interruption. Le coût d'exploitation, alors bien sûr, ça a un coût, comme toute chose. Le coût d'exploitation, c'était, alors aujourd'hui, c'est une valeur 2010. Aujourd'hui, j'ai fait le point avec le directeur des remontées mécaniques, Didier Bobillier, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent. On est à à peu près 260 euros l'heure de fonctionnement. Alors, comment on peut fonctionner? Alors, c'est clair, c'est une remontée mécanique qui fait partie de la délégation de service public
de la commune de Venosque. Sauf que derrière, il n'y a pas d'exploitation en domaine skiable, on ne peut pas skier sous cette télécabine, c'est vraiment un rôle d'ascenseur. Elle n'a absolument aucune autre finalité, il n'y a pas de... Je dis par rapport au ski. Elle a quand même une finalité touristique qui est un peu plus récente, qui est apparue avec le développement du VTT. Et c'est-à-dire qu'en été, aujourd'hui, on a un développement du VTT et on connaît certaines journées 1000 passages VTT sur cette remontée mécanique, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, je fais un petit clin d'œil à Almont. Loisan s'est engagé dans le projet de création d'une voie verte. Une voie verte, c'est une voie qui va relier Almont à Venosque, qui va donc partir d'Almont, qui va relier à Venosque. Donc c'est une voie de circulation douce sur laquelle on aura bien sûr des piétons, éventuellement des chevaux, mais aussi, je pense, beaucoup de VTT. Mais là, on ne sera pas sur des VTT de descente, on ne sera pas sur des VTT sportifs, on sera sur des VTT qui vont être beaucoup plus familiales, et notamment le VTT électrique. Je pense que Loisan peut retrouver un second souffle, notamment l'été, avec le grand développement, parce qu'on est dans des sites assez fabuleux et des terrains qui permettent cette pratique, y compris du VTT, je dirais, familial, parce qu'on est quasiment, si on n'est pas à plat, les pentes sont fort douces. Et donc là-dessus, ça serait bien qu'on ait d'un ascenseur à un autre qui nous mène vers des grandes stations, une voie cyclable, la voie verte qui permette de relier ça. Et donc nous, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'à l'arrivée, parce qu'aujourd'hui il arrive quasiment en plein désert, enfin, il y a une salle polyvalente et un office de tourisme, mais il n'y a rien d'autre, c'est qu'on y mette un tout petit peu de commerce, notamment des commerces qui permettront de louer des VTT et puis peut-être du dépannage alimentaire, un distributeur bancaire, etc. Trouver des solutions de stationnement en aval, j'en ai parlé, améliorer l'accroche sur la station, et surtout communiquer. Aujourd'hui, en réponse aux aléas climatiques, aux attentes en termes de diversification d'activités, toute notre réflexion d'élus a porté sur la façon de redynamiser notre économie touristique et pérenniser la richesse de nos territoires. Grâce effectivement à l'aménagement hydroélectrique, vous l'aurez compris, de la vallée de l'Odole, le vieux rêve de relier la vallée au Grand Domaine devient une opportunité d'actualité. Le projet de liaison téléportée entre Almont et Eauze est donc relancé. Pour rejoindre Pierre Balme tout à l'heure, je dirais que ce projet est un projet aussi politique. En complémentarité avec le projet de liaison d'altitude Alpe d'Huez-Deux Alpes, notre projet s'inscrit pleinement dans la démarche solidaire du projet de Scott qu'on a défini sur Loisan et qui a été arrêté par les élus du massif, avec l'objectif de créer une liaison pendulaire. Pierre, tu l'évoquais tout à l'heure avec les liaisons douces, les voies vertes, une liaison pendulaire de fond de vallée entre Venosque et Almont. Les caractéristiques de l'appareil qui est envisagé, c'est un appareil de type télécabine, 8-10 places, avec un débit provisoire installé de 1500 personnes heure et à terme 2000. Sa longueur, c'est 2,9 km, donc, ce qui est déjà assez conséquent, une dénivelée de 658 mètres. Je rajouterais que la vitesse d'exploitation maxi est de 6 mètres secondes et le temps de trajet à 6 mètres sera de 8 minutes. Voilà, alors qu'il est actuellement de plus de 20 minutes par la route. Voilà, et avec bien sûr le service en fait très intéressant de la télécabine, c'est que c'est une disponibilité permanente. Dès qu'on se présente au pied de l'appareil, on peut prendre une cabine. Quand on est en liaison navette, il faut aussi attendre que la navette suivante arrive. Je vous laisse découvrir une vidéo toute fraîche qui vient d'être sortie du four par la nuit.
La liaison, comme ça a été exposé dans les deux précédents projets, c'est effectivement de raccourcir l'accès. Hein. Donc on fait, actuellement on est entre 20 et 30 minutes pour y accéder. On va passer à peu près 8 minutes avec cette liaison qui est tout à fait directe. Donc, et qui partirait du centre, voilà. Alors, oui, mais je vais revenir tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'aménagements qui sont prévus, puisque dans les comparaisons, on s'était rendu compte que l'offre actuellement en loisirs, en activités à Alvar et au Collet était trop restreinte. Donc, il va y avoir du développement et de l'accompagnement de nouvelles activités pour se ramener à des niveaux compétitifs. Donc là, on va être plus dans des éléments de rattrapage qui seront envisagés. Vas-y, Francis, voilà. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'accompagner ce booster de manière très générale, de façon à identifier ça pour l'hiver. C'est la même chose pour l'été, voilà, avec tous ces éléments de comparaison. Alors toujours avec, à la fois, d'un côté, une offre destinée aux familles avec les enfants, mais également aux curistes, qui sont plutôt des gens de plus de 55 ans, avec des activités douces, de la randonnée douce, des parcours botaniques, des éléments comme ça. Donc il y a bien cet élargissement de l'offre qui doit permettre de restructurer cette logique globale. C'est également accompagné, donc il y a eu cette année, en 2016, la reprise des termes qui étaient jusqu'à présent gérés par la commune. Ils ont été repris par la société Le Bon qui exploite également les termes de Bride-les-Bains. Donc on est dans cette logique de réinvestissement. Ils ont un projet de 1 600 000 € de réinvestissement et de réaménagement avec des gains en fonctionnalité, des gains en service pour les clients. L'extension surtout qui est très importante de l'offre en termes de bien-être et spa, donc de façon à ce que cette offre s'adresse l'hiver à la clientèle de sport d'hiver. Il y a également un projet qui sera étudié, qui n'a pas encore été totalement arrêté, mais avec l'idée de la création d'un centre thermoludique. Ce centre thermoludique qui aurait comme principale clientèle tous les habitants de la vallée du Grésivaudan, qui pourrait assurer, en fait, compte tenu du petit nombre de lits qu'il y a sur Alvar, on aurait en fait un fonds de rentabilité qui pourrait être assuré par la venue des habitants du Grésivaudan, complété, et donc qui serait structurant pour l'offre d'hiver et d'été. Alors, très important, la refonte, effectivement, du centre, où là, on a effectivement des éléments qui étaient à restructurer. Donc, il y aura des travaux d'embellissement, de réaménagement. On aura également des projets d'aide à la rénovation des logements touristiques, de façon à essayer de travailler sur une montée en gamme et de remettre ça à niveau. L'implantation qui a été retenue sur la gare du Téléporté est pour nous un élément clé, puisque pour ceux qui connaissent Alvar, donc on voit que le Téléporté partirait de l'actuel emplacement du musée, c'est-à-dire que dans un cercle qui fait 500 mètres de diamètre, on va trouver les thermes, l'offre à bien-être, l'accès au départ de la télécabine, les futurs parkings qui seront enterrés à cet endroit-là, l'ensemble de l'hypercentre commercial. C'est-à-dire qu'on est sur un effet de densification extrêmement important, avec des logements qui sont également inscrits à peu près dans ce périmètre ou un tout petit peu plus large. Donc on a vraiment un effet cumulatif, et ce remède de cheval que Monsieur le maire souhaite appliquer à la commune d'Alvar, c'est vraiment l'idée de retravailler sur l'ensemble de ces dispositifs pour recréer et redonner une vitalité à l'ensemble. Donc je ne vais pas vous parler uniquement, moi, du transport par câble. Ce moyen de transport est juste l'outil logistique d'un projet d'aménagement global, d'une mise en tourisme d'un espace à très fort potentiel, et la colonne vertébrale, parce qu'on l'a vu sur ces différents projets, c'est vraiment une colonne vertébrale à chaque fois qu'on voit entre un espace valléen, une ville, une métropole et une zone d'altitude. C'est aussi une opération d'envergure de requalification de l'espace, une véritable stratégie de développement à tous les niveaux entre une métropole et un site d'altitude d'exception. Donc, derrière cette présentation qui va être faite,
qui va être faite est sous-tendue, bien sûr, de l'économie, de l'emploi, beaucoup d'emplois. Aussi la question du transport, on l'a vu à nombreuses reprises, pour les passagers, pour le fret, et n'importe type de passagers, la clientèle bien sûr touristique, mais aussi les habitants, les résidents secondaires, les gens qui travaillent en montagne et qui habitent en vallée. Il y en a beaucoup à Champs-Rousses. Quand vous êtes au sommet des pistes de Champs-Rousses et que vous voyez la métropole grenobloise à quelques encablures, on a tout dit, ou presque. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, on le dit tout à l'heure, Champs-Rousses, bien sûr, c'est le ski, mais c'est maintenant aussi une montagne 4 saisons, plus de 25 activités. Il faut penser à l'année et plus en termes de saisonnalité. Donc, on va poursuivre. Ce film de promotion, parce qu'il faut toujours faire un peu de promotion et de communication, comme le disait monsieur le maire des Deux-Alpes, c'est pour vous montrer aussi ce qu'est Champs-Rousses, donc du ski, mais pas que. On peut passer à la suite. Un site qui est organisé autour du concept Champs-Rousses Mountain Park, maintenant bien connu et présenté aujourd'hui à Cannes au MIPIM. Une station régénérée avec le projet Champs-Rousses 2020-2030. La mise en tourisme d'un espace de haute qualité environnementale, et ça c'est important. Les clients viennent d'abord acheter un espace, ils achètent du temps et de l'espace. Et plus ce produit sera de qualité, et plus les clients apprécieront et en parleront. Et un espace aussi aménagé pour une clientèle à 95% urbaine. Les clients viennent des grandes villes européennes, quelquefois mondiales pour certaines stations, et ils sont habitués à avoir un espace de déplacement facile, ils comprennent cet espace. Nos montagnes sont quelquefois un peu compliquées pour cette clientèle. En hiver, c'est plus aménagé, l'été, c'est plus compliqué. Et je pense ça c'est un autre débat, mais il faudra en reparler. Une station connectée aussi, propre, pratique, ludique, facile. Ça, c'est des mots très importants pour la clientèle, pratique, ludique, facile. Et c'est ce que Champs-Rousses peut apporter à Grenoble et à l'attractivité du territoire. Donc, un film de promotion que les clients voient tous les jours à la station, qu'ils vivent, mais aussi qu'il était utile de rappeler.